Choisir le bon thème de votre chaîne YouTube, ça peut être le tournant de votre succès. Mais comment trouver le thème qui vous correspond vraiment ? On sait que les thèmes qui ont le plus de succès sur YouTube ont souvent un thème qui est clair et cohérent. Aujourd'hui, on va vous guider de l'indécision à la clarté avec les conseils de Maxence Rigotier qui cumule plus de 165 000 abonnés à ses chaînes YouTube. Alors Maxence, dans ton livre De la patate à 100 patates, tu parles de 3 éléments, 3 ingrédients, comme un peu un chef de cuisine, pour avoir un thème de chaîne YouTube qui fonctionne et puis aussi qui rapporte. Absolument, vous avez peut-être déjà entendu ce concept, PMC, passion, marché, compétences, qui aussi souvent a été véhiculé par l'Ikigai. Donc voici ce que je vous invite à réaliser, ça va être de prendre soit un document Word, l'ouvrir ou encore écrire sur une feuille de papier 10 compétences que vous avez. Donc vous allez réfléchir quelques instants si vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez réaliser comme chaîne YouTube. Comme ça va vous permettre d'identifier quels sont vos points forts, quelles sont vos forces. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous allez regarder sur Amazon, est-ce qu'il y a un livre dans le top 15 000 des ventes sur Amazon par rapport à la thématique. Pourquoi ? Puisque s'il y a un livre dans le top 15 000 des ventes sur Amazon, le marché est validé. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un marché, mais ça peut peut-être créer un petit... Pour vous donner un exemple, dans mon activité de paris sportif, il n'y avait pas de livre dans le top 15 000 des ventes sur Amazon. Cependant, comme c'est une thématique argent et qu'il y a environ 1 million de parieurs en France, forcément la thématique est validée. Au moins, c'est sûr à 100% s'il y a un livre dans le top 15 000 des ventes sur Amazon que le marché est validé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on pourrait regarder que des livres Amazon peut-être ? Oui, complètement. Ça peut être la dépense moyenne des gens dans la thématique, donc en faisant une recherche Google. Donc si vous êtes dans la randonnée, vous pouvez très bien vous dire c'est quoi le panier moyen d'un randonneur chaque année. Donc moi qui aime courir, qui court des marathons, c'est une requête si vous souhaitez vous lancer dans la thématique de la course à pied. Et ensuite, l'autre élément que vous allez pouvoir visionner, c'est est-ce qu'il y a des communautés, donc chaîne YouTube, compte Instagram, compte TikTok, bref, quel que soit le réseau social, est-ce qu'il y a de nombreuses personnes intéressées par le sujet. Donc ça peut être également les groupes publics Facebook ou groupes privés, ce qui vous permettent de vous dire, ok, donc là, j'ai noté mes expertises, mes compétences, mes passions. Ensuite, ça a été validé par un marché, notamment par Amazon ou par rapport à une communauté. Et numéro 3, de regarder aussi la dépense moyenne des gens dans la communauté. Si elle est importante, mieux c'est pour vous pour la monétiser. Si en revanche, c'est très restreint, donc je pense par exemple le dessin, les gens ne dépensent pas énormément d'argent. Là, il va plutôt avoir un positionnement haut de gamme pour avoir le haut du panier directement dans votre chaîne YouTube et votre business. D'accord. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, on va aller faire une étude de marché, on va aller voir un petit peu s'il y a d'autres chaînes YouTube. Est-ce que tu regardes les chaînes YouTube francophones ou aussi américaines, anglaises ? Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Alors, toujours regarder les US parce qu'ils ont toujours 3 à 5 ans d'avance. Ça vous donne un petit peu une tendance de ce qui va fonctionner sur le marché francophone dans les prochaines années. Et ensuite, comme le marché US est différent parce que c'est le monde, marché francophone, comme c'est principalement relié à la France, la Belgique, un petit peu la Suisse et le Québec et nos amis africains francophones, de voir s'il y a déjà quelque chose qui a été réalisé. Et la magie dans tout ça, peut-être que vous dites, mais Maxence, s'il y a déjà 3 chaînes YouTube dans la thématique dans laquelle je souhaite me lancer, qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter ? Les gens achètent avant tout qui vous êtes et ensuite ce que vous faites. Donc rappelez-vous, systématiquement, les gens vont acheter vous. Donc soyez vous-même, les autres sont déjà pris. La fameuse citation d'Oscar Wilde que vous connaissez certainement et qui est 100% vraie. Donc donnez votre expertise. Donc je vous pose la question suivante. Qu'est-ce qui fait que vous aimez plutôt tel ou tel chanteur ou tel artiste ? Pourquoi vous aimez peut-être plutôt un Jamel Debbouze ou un Gad Elmaleh, ou si on est dans les chanteurs Céline Dion, ainsi de suite. C'est vous aimez la personne, qui elle est, et ensuite sa musique ou son spectacle, ce qu'elle réalise. Mais c'est avant tout, donc quand on aime une personne, ça va être principalement son storytelling, donc son histoire, ses valeurs et également ce qu'elle a accompli dans sa vie. Donc moi, venant d'une ferme agricole dans un petit village, j'attire énormément de personnes qui ont habité dans leur vie dans un petit village ou même dans une ville de moins de 5000 habitants parce qu'ils vont connecter directement à mon histoire. Et quelqu'un qui a grandi dans une cité, il ne va pas du tout se reconnaître avec ce que j'ai eu comme histoire ou même mes valeurs. Et du coup, ça ne va pas
arriver dans mon business. C'est vraiment passionnant ça parce que en effet, c'est une remarque qu'on reçoit beaucoup. Les personnes ont une idée, donc tu dis qu'il faut partir de sa passion. Tu conseilles quand même de partir de quelque chose qui nous passionne. Bon, on fait une liste un peu de ses passions. Et une fois qu'on a fait la liste, on va regarder s'il y a des livres Amazon qui ont été publiés sur le sujet. On va voir s'il y a des chaînes YouTube, des réseaux sociaux. Et la remarque qu'on a souvent, c'est mais moi j'ai été voir et il y a plein de chaînes YouTube sur le sujet. Qu'est-ce que je vais pouvoir apporter comme pierre à cet édifice ? Je me sens vraiment, j'ai l'impression que je vais rien pouvoir amener. Donc là, tu nous expliques qu'il y a quand même son histoire personnelle et le fait qu'on accroche à la personnalité. Est-ce que c'est mieux de se dire, en fait, moi j'ai une idée j'ai une passion et c'est chouette parce qu'en fait il n'y a aucune chaîne YouTube sur le sujet. Qu'est-ce que tu conseilleras à ce moment-là ? S'il y a vraiment rien, donc ni chaîne YouTube ou ni réseaux sociaux, c'est quand même une vraie question à se poser, est-ce qu'il y a réellement un marché ? Parce qu'aujourd'hui c'est quand même rare qu'il y ait absolument rien sur un sujet. Puisque soit les réseaux sociaux ou même d'autres chaînes YouTube ont déjà été créées. Donc vraiment de se dire, est-ce que c'est pas un peu bizarre qu'il n'y ait absolument rien ? Et donc je prends un exemple, parce que j'ai une personne qui est dans mon mentorat qui est sur les appels d'offres. Donc il n'y a absolument rien, c'est un bel exemple. Donc il est en train de lancer sa chaîne YouTube sur cette thématique, les appels d'offres. Et je me suis vraiment dit, est-ce que vraiment il y a un marché par rapport à ça ? Et la réponse est oui, parce que je ne sais plus la stat, mais c'était peut-être aux alentours de 300 000 entreprises par an qui répondent à des appels d'offres. Donc créer du contenu, évidemment, qu'il y aura un marché par rapport à ça. Donc s'il n'y a rien et qu'il y a un marché, merveilleuse nouvelle pour vous, ça va être jackpot. Et si en revanche, il y a déjà des choses qui ont été créées, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir réaliser. Donc si je reprends l'exemple de l'appel d'offres, s'il y avait déjà 5 chaînes YouTube sur le sujet, vous, quelle est votre expertise, quelle est votre histoire, parce que les gens vont acheter dans un premier temps qui vous êtes et ensuite ce que vous proposez. Et c'est la magie de YouTube, ça va être cette relation de confiance, vous allez pouvoir montrer votre expertise, votre pédagogie, votre caractère, votre personnalité et les gens vont se connecter à vous. C'est ce qui distingue un acteur ou un sportif ou même un chanteur d'un autre, c'est qu'on va connecter avec telle ou telle personne parce que par rapport à son histoire, ses valeurs, qui elle est, et ensuite, ce qu'elle fait, c'est entre guillemets secondaire, puisque c'est avant tout l'humain qui va nous connecter à elle et ensuite l'expertise en tant que telle est dans un deuxième temps. D'accord. Est-ce que pour toi, il y a un moment où on doit quand même avoir des red flags, des signaux d'alerte, où on se dit, OK, parce que là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que s'il y a énormément de chaînes YouTube sur le sujet, c'est plutôt bon signe, parce que la concurrence est bon signe, ça veut dire qu'il y a un marché. Moi, le marché est validé, ça c'est sûr à 100%. C'est ça la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et après, avec sa personnalité, on va réussir à tracer son chemin. S'il n'y a aucune chaîne YouTube qui est sortie sur le sujet, il y a aussi des options, puisque c'est le cas d'une des personnes que tu suis dans ton mentorat sur les appels d'offres. Est-ce que dans cette partie-là quand même, ou dans l'autre, il y a quand même un moment des red flags où on doit se dire non, mais là, même s'il y a énormément de chaînes YouTube, je me lancerai quand même pas là-dedans, ou il n'y a aucune chaîne YouTube, et franchement, fais quand même gaffe, te lance peut-être pas là-dedans. Ou finalement, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous êtes en mesure de savoir que vous avez une spécificité. Donc, notamment à travers votre histoire ou peut-être un point de vue, ça peut être vos années d'expérience, ça peut être peut-être le nombre de clients que vous avez accompagnés. Donc, c'est à chaque fois un angle différent qui peut avoir lieu. Donc, tout est good. Prenons l'exemple des boulangeries ou des restaurants. Il y en a des dizaines et des dizaines de milliers en France. Mais qu'est-ce qui distingue une boulangerie à une autre ou même d'un restaurant à un autre? Ça va être la qualité de service, la qualité de l'accueil, la qualité du produit et ainsi de suite. Donc, la magie, c'est que quand il y a déjà quelque chose qui a été effectué, c'est juste de faire pareil, en améliorant et surtout en faisant à sa propre patte, donc sa propre expertise, personnalité qui l'on est, et ensuite prendre toutes les objections des clients dans l'industrie. Pour vous, si tout était possible, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et ensuite, être en mesure de le réaliser. Donc, je vais vous donner un exemple dans notre activité. Nous, là, c'est quelque chose sur lequel on est en train de réaliser. Et ça me paraît logique quand je vais vous le dire, les gens aimeraient avoir un tunnel de vente clé en main en 7 jours chrono. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas en mesure de délivrer aujourd'hui, à peu près en 30 à 60 jours. Donc on est en train de le travailler, puisque on sait que le jour où on est en mesure de le faire, ça va encore accélérer la vente et on va pouvoir vendre plus cher. Parce que la rapidité amène donc à un achat plus cher. Donc il y a 3 choses que les gens achètent. Numéro 1, la rapidité. Numéro 2, la qualité, si c'est du 5 étoiles ou pas. Et numéro 3, l'élévation sociale. C'est ce qui amène à
à l'achat par rapport à ça. Donc, l'immense avantage quand il y a un marché et qu'il y a déjà de nombreux acteurs sur le sujet, c'est d'identifier quels sont les freins, les douleurs, les objections, les problématiques des clients version acteur 1, 2, 3, 4, les prendre en considération et ensuite voir qu'est-ce qu'on peut proposer de différent ou qu'est-ce qu'on peut proposer de mieux, plus rapide, moins cher ou qui permet l'élévation sociale afin d'avoir soi-même sa propre part du marché. D'accord, donc au-delà de vraiment la personnalité qu'on va mettre en avant, tu recommandes justement d'analyser les chaînes YouTube des concurrents, alors de regarder peut-être ce qui manque sur leur chaîne YouTube et comment toi tu pourrais, sur ta chaîne à toi, proposer des contenus qui sur des frustrations que certaines personnes ont, mais pour lesquelles il n'y a pas encore les réponses sur les chaînes de tes concurrents. Peut-être que même... Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu dis ? Ouais, complètement. En fait, ouais. les formats peuvent être différents. Certaines personnes vont être peut-être format podcast comme on est en train de faire, ou alors c'est une nouveauté dans votre marché. Personne ne fait des podcasts. Peut-être que vous, si je pense à des exemples de produits, vous pouvez faire ce qu'on appelle des unboxings, donc délivrer le produit et vraiment avoir un feedback par rapport à ça. Il y a un tas de possibilités. À partir du moment où vous êtes différent, soyez le mouton noir s'il n'y a que des moutons blancs, ou soyez le mouton jaune s'il n'y a que des moutons noirs. Donc, juste, ça peut être le même type de contenu, mais la forme est différente et ce qui vous amène directement à vous distinguer dans le marché. Et une personne qui est passionnée par les églises à Paris entre 1815 et 1830, est-ce qu'il peut lancer une chaîne YouTube sur ce sujet-là ? Alors, oui, cependant, il faudrait quand même identifier le nombre de personnes qui est intéressé par ce sujet. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de monde, je l'ignore, mais c'est fort probable qu'il y ait peut-être 50 000 ou 100 000 personnes, grand max, en France ou en francophonie qui sont intéressées par ce sujet. Donc si on a 50 000 personnes maximum, ça va être très compliqué d'avoir une chaîne YouTube de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, parce que j'aime bien partir de ce principe-là. Si on a comme c'est du contenu gratuit, entre 10 à 30% du marché, c'est royal, c'est top. Royal, ouais, donc 30% de 50 000 personnes, ça fait maximum 15 000 abonnés. Dans ce cas de figure, je ne pense pas qu'on ait forcément la possibilité de monétiser derrière. Ça va être compliqué d'avoir un revenu complet ou même de faire une véritable entreprise avec le sujet que tu viens de me lancer. Voilà, mais donc ça, ce serait vraiment pour les personnes qui veulent en faire un business, qui veulent lancer une chaîne YouTube qui va leur apporter de l'argent. Maintenant, si c'est vraiment juste de la passion et que vous avez envie de partager votre passion, évidemment, vous pouvez vous lancer là-dessus. Maintenant, vous attendez pas nécessairement à avoir des retours sur investissement qui sont super importants. C'est vraiment de se dire, c'est quoi mon objectif ? Est-ce que c'est juste gagner 2, 3, 4, 5 000 euros par mois et avoir peut-être quelques placements de produits offerts ? Est-ce que c'est une véritable entreprise que vous voulez réaliser ? Parce qu'en fonction de votre objectif final, donc là c'est se projeter entre 5 à 10 ans, forcément la stratégie sera totalement différente. Si vous dites, moi c'est juste un hobby, je suis déjà en retraite, j'ai 67 ans, mais je me connais un petit peu sur le web, je sais un petit peu maîtriser les nouvelles technologies, et si je peux avoir 1000, 2000 uniquement en pur passif avec quelques placements de produits et tout simplement de la publicité sur votre chaîne YouTube, faites-le, ça sera parfait. Et puis ça peut même être un CV virtuel. Si vous êtes passionné par ça et qu'après, justement, il y a une place qui se libère à la mairie de Paris pour faire des visites des églises de Paris, vous envoyez votre chaîne YouTube sur laquelle vous avez déjà 200, 300, 400 abonnés avec des vidéos qui montrent votre expertise, que vous y connaissez bien. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas cette chaîne YouTube, vous allez avoir un avantage. Donc ça pourrait être aussi un effet secondaire dont vous allez pouvoir bénéficier de lancer cette chaîne YouTube. Même si au départ, il n'y a pas de... Est-ce que tu peux nous faire un vlog directement dans la mairie ? Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de vendre des prestations de services. Voilà, exactement. Donc bon, il n'y a pas de red flag absolu. Il faut peut-être un peu analyser le marché. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir avec toi, c'est par rapport justement à la passion. Tu en parles beaucoup dans ton livre. Tu encourages vraiment à être passionné par son business, passionné par son thème, son sujet. Il y a des gens qui n'ont pas de passion. Donc comment on fait quand on n'a pas de passion pour se dire, mais moi j'ai quand même envie d'avoir une chaîne YouTube ? Alors, c'est une très bonne question que j'ai déjà eue régulièrement, et j'avoue que c'est une question qui me paraît étrange dans le sens où ne pas avoir de passion, c'est dire je n'aime absolument pas ce que je fais dans la vie. Peut-être que je pense que c'est ça la vraie raison, les gens qui évoquent ça, c'est qu'ils ne se sentent pas passionnés, parce que souvent on peut avoir cette analogie, passion égale on peut le faire 10 heures par jour, mais la simple chose c'est de vous dire qu'est-ce que je fais naturellement ou instinctivement, je suis heureux de le faire et je peux le réaliser au moins 1 ou 2 heures par jour. Donc posez-vous cette question et c'est impossible qu'il n'y ait pas au moins 1 ou 3 points
dans votre vie que vous dites ça naturellement, je peux le faire. Donc moi, je me suis lancé plusieurs activités depuis 2011. Donc naturellement, quand j'étais petit, j'aimais courir. Donc sans vouloir faire, je pensais pas un jour que je ferais des marathons, ainsi de suite, mais naturellement, courir, c'était quelque chose qui était instinctif pour moi. À l'inverse, avoir un instrument de musique, je suis absolument pas dans cela, donc je suis plutôt sportif, mais moins musical. Ça va avoir plus de résistance dans mon esprit. Donc c'est vraiment ça que je vous invite à avoir en tête. Qu'est-ce que naturellement vous faites instinctivement et qui vous demande pas d'effort pour vous, ou alors quasiment peu d'effort. Et tellement c'est instinctif, du coup, vous avez l'impression que vous n'avez pas de passion par rapport à ça. Et ensuite, du coup, tu m'avais posé une question, mais qui m'est sortie de l'esprit. C'était par rapport à quand on n'a pas de passion. C'est quand même d'identifier ce que l'on aime faire. Et ensuite, naturellement, vous allez trouver au moins 1 à 3 choses sur lesquelles vous êtes doué et vous le faites naturellement. Est-ce que tu penses vraiment que c'est essentiel d'être passionné ? Tu penses que c'est pas possible de lancer une chaîne YouTube si on n'a pas de passion ? Très bonne remarque. Clairement, ce n'est pas passionné et je vais vous poser 2 questions, peut-être aussi pour rebondir par rapport à la question du passion. Si vous étiez milliardaire, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que vous feriez spécifiquement dans votre vie ? Donc vous dites, voilà, je suis milliardaire, l'argent n'est absolument plus un problème, pas besoin d'être milliardaire pour que l'argent ne soit pas un problème, mais pour vraiment pousser à l'extrême cette réflexion, qu'est-ce que je ferais exactement de mes journées ? Qu'est-ce que je ferais exactement de mon quotidien ? Et ensuite, la deuxième question, si vous étiez à but non lucratif, donc vous faites un projet et vous dites, ce projet, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas gagner 1 centime. Tout l'argent qui sera gagné sera reversé soit pour la bonne cause ou des associations ou que sais-je. Qu'est-ce que vous feriez exactement ? Et là, ça va aussi vous ouvrir des portes en vous disant « Ok, effectivement, si j'étais milliardaire, je ferais ça. Ou si mon entreprise était un but non lucratif, on ferait ça. Ça vous permet d'ouvrir le champ des possibles par rapport à ce que vous réalisez. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on doit être passionné ? Pour moi, c'est fortement conseillé. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il va y avoir des moments difficiles. Et quand on n'est pas passionné par rapport à ce que l'on fait, quand il va y avoir des moments difficiles, forcément, on va avoir plus tendance à arrêter, à abandonner, à lâcher. Alors que si on est passionné par rapport à ce qu'on fait, on se dit « Ok, là, c'est un gros, méga, ultra challenge qui me vient dans mon business, dans mon activité, dans ce que je fais. Mais on va le surmonter. Je ne sais pas comment, mais on va trouver des solutions. Alors que si vous avez ce même challenge, mais que à l'intérieur de vous, il n'y a pas cette flamme, ce feu sacré, cette grinta, forcément, il y a une immense probabilité que vous dites c'est bon, c'est le bon moment maintenant que j'arrête ou je jette l'éponge, j'en peux plus. Ok, super. Mais c'est excellent, très intéressant. Et justement, parce que tu te lances sur un sujet qui te passionne. Ouais. En même temps, après, tu développes ta chaîne YouTube. C'est vrai que c'est gai parce que tu fais des vidéos sur un sujet et tu as envie d'approfondir ce sujet. C'est vraiment gai pour toi et tu pars déjà avec une longueur d'avance sur quelqu'un qui n'est pas passionné. Mais en même temps, tu te rends compte aussi que finalement, avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas que la passion. Il faut quand même développer des compétences en prise de parole, il faut s'y connaître en caméra, il faut apprendre le montage vidéo, ça c'est pas passionnant. Il faut apprendre à mettre en ligne, il faut répondre aux commentaires des personnes qui sont peut-être un peu malveillantes. Donc finalement, la passion, quel est le degré de passion qui reste par rapport à tout ce que tu construis sur ta chaîne YouTube autour de cette passion et comment faire justement pour équilibrer ça et garder le feu sacré. Excellente suggestion et très bon feedback que tu as évoqué. Donc pour moi, il y a 2 options. Soit on réalise sa passion et du coup c'est un hobby, soit on réalise son expertise, sa passion et on en fait un business, une entreprise. Donc c'est vraiment déjà se poser cet alignement. Pourquoi ? Parce que quand on veut vivre de sa passion, c'est un petit peu l'amalgame qu'il peut avoir parfois sur Internet, c'est qu'on a 3 casquettes à développer qui sont les suivantes. Donc la première casquette, si vous voulez faire votre premier million, votre prochain million, ça va être la casquette de rêveur. Donc c'est quoi la casquette de rêveur ? C'est la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise. Ensuite, il y a cette seconde casquette, notamment si vous êtes un créatif que vous n'avez peut-être pas trop aimé mais qu'on doit avoir, c'est la casquette de comptable. Donc, qu'est-ce que c'est la casquette de comptable ? Ça va être les KPI financiers, business, donc le chiffre d'affaires, la marge, la gestion de budget, la trésorerie, le flux de trésorerie,
etc., etc. Et ensuite, la troisième casquette, et certains se disent « mais je ne veux pas être un marchand de tapis », c'est la casquette de vendeur. Donc, est-ce que vous avez un système qui vous assure un flux constant de nouveaux clients? Est-ce que vous avez un système de fidélisation? Est-ce que vous avez une gamme de produits? Est-ce que vous avez un programme de parrainage? Donc, en fait, quand on veut vivre de son activité, on devient entrepreneur. Donc, on est entrepreneur/artiste. Donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui serait chaîne YouTube sur la guitare, il est entrepreneur/guitariste. Il n'est pas en identité guitariste. S'il est uniquement guitariste, c'est un hobby, c'est cool, c'est fun, c'est joyeux. Mais si maintenant il veut vraiment développer une entreprise, vivre pleinement de sa passion, il doit développer ces 3 casquettes que j'ai évoquées, la casquette de rêveur, la casquette de comptable et la casquette de vendeur. Et c'est ça, si on rebondit l'exemple du montage, pour donner ce petit exemple, on doit développer des compétences et des connaissances qui va nous permettre de réaliser notre rêve, donc en l'occurrence vivre de notre passion, notre expertise, notre savoir. Mais sans ça, c'est juste un hobby. Et c'est mignon et c'est cool pour faire peut-être quelques centaines d'euros, ou 1000 ou 2000 euros par mois, mais ça ne va pas vous permettre de vraiment avoir une véritable entreprise. Donc c'est ça la chose à avoir à l'esprit. Et pour donner un exemple, c'est que moi, je adore courir et je me suis aperçu que pour cette thématique, courir, ça me faisait putain de chier de faire un business. Donc, j'ai préféré, c'était en 2013, 2 ans après mon démarrage, de stopper cette activité parce que c'est une activité que je surkiffe et je cours toujours aujourd'hui des marathons, semi-marathons, mais pour en faire un business, donc développer les 3 casquettes que je vous évoquais il y a quelques instants, ça m'enlevait ma passion qui est de courir, pas me prendre la tête avec un chrono ou même publier du contenu, faire du marketing, etc. Donc, il faut vraiment dissocier de quand on lance une entreprise, donc de faire quelque chose que l'on aime, où on a un minimum de savoir, d'expertise, de connaissances. Mais si vraiment on a juste envie d'être passionné, eh bien, là, je vous recommande à ne pas faire un business. L'avantage, il y a une immense probabilité que vous ayez au moins une thématique. Si vous posez la question suivante, qu'est-ce que vous faites naturellement? Donc moi, j'avais des paris sportifs que j'ai fait un business, la course à pied, mais ça m'a un petit peu gonflé. À l'époque, je m'étais noté aussi organisateur de soirée, parce que je suis quelqu'un qui est assez facile pour connecter. Donc j'avais au moins 10 choses directement sur ma liste. Mais les 10 choses, j'adore voyager par exemple. Les voyages, j'avais déjà pensé aussi faire un business, mais je ne l'ai pas fait parce que un peu comme la course à pied, j'aime voyager sans me prendre la tête et pas me dire à chaque fois je dois faire 150 000 stories, 150 000 vlogs pour illustrer mon voyage. Donc, identifiez ce que vous aimez et après, certainement, une immense probabilité, en tout cas c'est pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de créateurs de contenu, etc., il n'est pas obligatoire de tout faire en mode business. Il y a juste un business et ça on se dit ok, ça c'est une passion, c'est une expertise, j'adore et ça je vais en faire un business parce que ça me passionne également. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez garder uniquement en passion et vous n'avez absolument pas besoin d'en faire un business. Il en faut un pour être libre financièrement. Donc justement, peut-être alors dans cette liste de passions qu'on aurait ou en tout cas de centres d'intérêt, peut-être faire le tri en se disant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder pour moi et de ne pas en faire un business comme ça a été le cas pour la course à pied. Mais l'expérimenter quand même. Tu conseilles quand même de l'expérimenter? Parce que si je ne l'avais pas fait pendant 2 ans... Ah ouais. D'accord. C'est en le faisant. Parce que c'est toujours entre la théorie dans notre tête et la réalité de ce qui se passe. Il y a un gap monumental. Donc, testez. Et au bout de 6 mois, 1 an, vous dites « Ok, ouais, non, j'aime bien, etc. » Ou inversement, non, ça, c'est vrai que ça me perturbe un petit peu. Il y a aussi le fait que comme j'avais plusieurs business, c'est ça aussi qui me perturbait. Si j'avais par exemple qu'un business sur la course à pied ou qu'un business sur les voyages, peut-être que j'aurais eu moins cette envie d'arrêter. Mais le fait d'avoir plusieurs business, à un moment donné, tu te dis 100% de ce que tu fais, ça devient un business. Et tout à fait. Du coup, il y a cette notion de tu veux aussi faire des choses uniquement pour le plaisir. Il n'y a aucune arrière-pensée ou aucune spécificité business dans ce que je fais. Ouais. Écoute, c'est passionnant. Et justement, par rapport à cette passion, il y a aussi un autre angle pour lequel j'aimerais avoir ton opinion, c'est quand la passion s'estompe. Parce que finalement, toi, tu as une vision long terme sur ce que tu fais. Tu es passionné aujourd'hui par le business en ligne. Supposons que cette passion s'estompe légèrement. Peut-être que tu as déjà connu des passions que tu avais enfant ou adolescent qui se sont un peu estompées. Comment on fait si on se lance là-dedans et que finalement, après 5 ans, 6 ans, on commence un peu à en avoir marre et on se dit, ce sujet-là, je le garde parce que c'est vraiment mon business aujourd'hui, ça me rapporte de l'argent, mais c'est ma chaîne YouTube et j'ai des abonnés et je vais continuer à publier dessus, mais ça m'intéresse moins qu'avant. Alors, l'immense bonne nouvelle pour répondre à ta question, c'est que de nouvelles passions
vont se créer de nouvelles expertises. Donc moi, quand je me suis lancé sur Internet, je ne savais jamais, j'aurais jamais imaginé un jour que je réaliserais du marketing Internet et que j'aurais la spécificité des tunnels de vente. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, plus vous allez pratiquer, plus vous allez développer, donc en vous formant des connaissances, des compétences. Il y a des nouvelles passions, expertises, des choses que vous allez expérimenter qui vont du coup vous plaire. Et quand il y a quelque chose que vous avez réalisé parce que vous l'avez fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et là vous dites « Ok, c'est le moment pour moi d'arrêter cette chose-là puisque soit je l'ai trop pratiqué ou par rapport à mon évolution personnelle, ce n'est plus pertinent pour moi. » L'immense bonne nouvelle, vous pouvez stopper ou revendre votre entreprise et puis vous allez avoir d'autres passions qui vont avoir lieu. Donc par rapport à ça, soyez rassurés, vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez avoir trop d'idées plutôt que pas assez, vous allez voir. Mais donc, pour toi, à partir du moment où on n'est plus passionné par son sujet, il vaut mieux arrêter. Il ne faut pas essayer de se dire, OK, je vais déléguer, je vais essayer de monter une équipe pour que je puisse me désolidariser peut-être de ma chaîne et peut-être même avoir d'autres personnes qui présentent sur la chaîne, tu vois, pour avoir peut-être moins de charges, mais quand même garder ça. Ou alors se dire, non, moi, finalement, ma chaîne YouTube, j'ai fait le tour. On voit des YouTubeurs qui, à un moment, se disent, OK, moi, j'ai fait le tour, je pars sur d'autres projets. Après, ça, c'est vraiment propre à l'alignement de chacun. Si on est en mesure de pouvoir structurer l'entreprise et qu'elle puisse tourner sans nous, merveilleux. Si maintenant, par rapport à ce que l'on a réalisé, on se dit maintenant, je veux vraiment passer à autre chose, je vais donner un exemple concret. Si on a été conseillé en image ou même carrément... on va dire conseiller pour conseiller sentimental, trouver l'homme ou la femme de ses rêves et on avait 20, 25, 30 ans et qu'on a fait ça 15 ans et maintenant qu'on a 40 ans, on n'a peut-être plus cette aspiration de le faire parce que notre évolution personnelle nous amène à nous éloigner entre guillemets de cette thématique et à nous rapprocher d'une autre thématique qui va être fonder une famille. Donc, par rapport à notre évolution personnelle, eh bien, deux options, soit on arrête, soit on peut structurer ou mettre quelqu'un en place, si c'est possible, pour pouvoir continuer cette activité et quand même avoir le fruit de son travail, tout en étant retiré 90-95% du business par rapport à l'exemple que je viens de partager. Donc là, ça va vraiment être en interne, donc d'écouter votre cœur et de vous dire, OK, objectivement, quelle est la meilleure décision? Est-ce que c'est mieux d'arrêter? Est-ce que c'est mieux de revendre? Est-ce que c'est mieux de structurer? Et après, quelle que soit l'option que vous allez choisir, vous allez très rapidement voir au bout de 6 mois, 1 an, c'est pareil, dire voilà, non, ça devient vraiment, ça me fait grave chier. Et ça se ressent, c'est du ressenti et de se dire voilà, c'est le bon moment maintenant pour moi de passer mon tour sur cette thématique. Merci Maxence. Alors par rapport à quelqu'un qui serait passionné mais qui ne serait pas compétent, ça arrive aussi, on a tous des passions. Moi j'adore cuisiner, je me débrouille mais je ne suis pas compétent. Je ne me sentirais pas l'âme de lancer une chaîne YouTube sur la cuisine. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Ouais, donc l'immense, là encore, bonne nouvelle, je vous partage que des bonnes nouvelles les amis. Tout s'apprend, ça s'apprend pour conduire, on a appris pour parler français quand on était tout petit. Donc tout s'apprend. Donc ça, c'est l'immense bonne nouvelle. Et ensuite, il y a 2 statistiques que je voulais vous partager. Donc la première statistique, c'est que si vous passez 20 minutes par jour, c'est soit 17 minutes ou 20 minutes, mais c'est vraiment très peu de temps, vous allez être plus performant que 95% des gens dans les thématiques. Donc uniquement 20 minutes par jour, ça va vous permettre d'avoir une meilleure expertise que plus de 95% des gens. Et ensuite, la deuxième thématique, et ça c'est l'immense puissance quand on est passionné, en statistique que je vais vous partager, la théorie des 10 000 heures. Et donc, dès que vous avez pratiqué plus de 10 000 heures dans un sujet, donc là c'est pas 95%, c'est minimum 99, parfois même 99,9% des gens dans la thématique, puisque 10 000 heures c'est l'équivalent d'environ 3 ans à 10 heures par jour. Donc il y a 2 stades. Premier stade, si on reprend l'exemple de la cuisine, je vais y consacrer minimum 20 minutes par jour. Donc si tu peux consacrer 30 minutes par jour, et l'exemple qui est très facile à avoir, ça va être les langues étrangères. Apprenez une langue 30 minutes ou 20 minutes par jour. 1 an plus tard, vous allez avoir un niveau où plus de 95% des gens n'auront jamais. Et si vous pratiquez les fameux 10 000 heures comme j'ai évoqué, en l'occurrence, vous allez être bilingue et ça va vous permettre d'apprendre cette nouvelle langue. Donc c'est mettre de l'effort à acquérir et développer ses compétences dans cette nouvelle thématique. Et par ricochet, on va avoir cette nouvelle compétence et devenir un expert par rapport à ça. Toute l'expertise ou l'expérience que vous avez pu obtenir par le passé, vous l'avez eu grâce à la pratique
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, ce qui vous amène l'expertise que vous avez dans un domaine précis. C'est la même analogie, quelle que soit la thématique dans laquelle on se lance. Génial, c'est très intéressant. À partir de quel moment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se dire, bon, ben là, ça y est, je suis compétent pour me lancer. Est-ce que, justement, on va se dire, il faut avoir fait 1 an, 20 minutes par jour? Est-ce qu'il faut avoir ces 10 000 heures? Ou si tu tues le curseur pour quelqu'un qui se dit, moi, je suis passionné par ce sujet-là, je n'ai pas vraiment les compétences, mais j'aimerais lancer ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il peut y aller d'entrée de jeu et il apprendra au fur et à mesure? Est-ce qu'il doit quand même attendre un certain moment avant de se lancer? Quel serait ton conseil là-dessus? Donc, autre immense bonne nouvelle, donc comme je l'ai dit, on vous annonce que des bonnes nouvelles dans cette vidéo YouTube. Vous allez pouvoir démarrer tout de suite. La seule chose, c'est toujours être franc, sincère, honnête avec les gens. Donc de dire ensemble et pas à pas, je suis débutant, je vais apprendre. Parce que l'autre encore excellente nouvelle, c'est que quand vous démarrez, vous avez les questions de débutant. Et quand un expert parle, ou même si on lui pose la question, c'est tellement débutant entre guillemets que lui-même ne sait plus quoi répondre parce que son niveau est très important. Donc vous allez être le parfait exemple de dire voilà le niveau où j'en suis, donc je démarre et je vais pouvoir vous partager mes progrès, mes réussites, mes challenges et ça va être méga impactant, inspirant pour les personnes qui vont être dans le même cas de figure et vous allez pouvoir grandir comme ça. Donc vous pouvez démarrer tout de suite. Donc si par exemple, je prends l'exemple, donc je ne sais pas du tout parler un mot d'arabe, on va prendre cet exemple, prenez un exemple d'une langue étrangère, je pourrais lancer ma chaîne YouTube, dire voilà, je m'appelle Maxence Rigotier, chez dire 0 mot en arabe, uniquement salam alaikum, et je me laisse 1 an pour avoir un niveau intermédiaire et 2 ans pour être bilingue. Et je vais vous partager à travers la chaîne YouTube mes recherches, les exercices, les personnes qui m'ont accompagné, comment je vais devenir bilingue dans les 24 prochains mois. Donc toutes les personnes qui souhaitent apprendre l'arabe vont être interpellées, vont être intéressées par le défi, voir l'évolution et en voyant mon évolution, ils vont se dire ok Maxence, est-ce que tu peux être mon professeur, me coacher, m'accompagner, m'aider? Moi aussi je souhaite apprendre l'arabe. L'immense avantage c'est que tu as un accent à couper au couteau, donc c'est merveilleux pour moi, ça me permet de défocaliser sur ma peur de parler en arabe, etc. Donc il n'y a que des avantages, donc c'est juste être sincère. Donc dans l'exemple que je vous ai évoqué, expliquer que vous êtes débutant, voici l'objectif que vous souhaitez atteindre et le fait de se lancer comme ça un défi où les gens vont voir petit à petit votre évolution, ça va tout de suite les connecter à votre mouvement et vous allez attirer une communauté et du coup vos premiers clients facilement grâce à l'exemplarité une nouvelle fois de ce que vous allez proposer. Oui, et puis en plus, ça peut être un excellent facteur de motivation pour la personne qui veut apprendre la langue, l'arabe, qui lance sa chaîne et qui donc justement se rend compte il va voir publier un petit peu ses progrès. Il y a une communauté qui va se créer, qui va voir un peu ses progrès. Donc, c'est pas juste la personne qui est isolée dans son coin. Elle va partager ça avec sa communauté qui va grandir au fur et à mesure. Et donc, c'est un facteur de motivation supplémentaire. Donc, ça peut être vraiment une très bonne idée, en effet. Alors, il y a cette connexion, parce que la personne qui apprend l'arabe, dans mon exemple précis, pareil, avoir elle-même aussi un accent de merde, entre guillemets, un accent un petit peu bizarre, et elle va tout de suite se connecter. Et c'est cette connexion qui va amener à être futur client chez vous. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à la passion, j'avais encore une autre question. Et tu en parles ici dans ton bouquin. Tu donnes l'exemple justement du marathonien qui déteste courir. Et tu expliques donc que c'est important d'aimer courir, mais qu'il y a des moments où quand même, on n'a pas envie de courir, même si on aime. Et là, tu parles de l'importance d'avoir de la discipline. Je me demande dans quelle mesure c'est pas un peu paradoxal aussi, puisque la discipline, finalement, ça ne demande pas d'être passionné. C'est juste de se dire, je fais ce que j'ai à faire. Comment tu pourrais un peu réagir par rapport à ça? Donc, ce paradoxe qu'il y a entre le fait d'être passionné, mais cette passion, finalement, si on se base dessus pour avancer sur sa chaîne YouTube, il y a des jours où on n'aura pas envie de tourner les vidéos. Il y a des jours où, même si on est passionné par le sujet... Il y a des jours où je ne comprends pas le bouton REC, ne veut pas s'appuyer. Voilà, et donc là, tu parles de l'importance quand même d'avoir de la discipline, même si c'est un petit peu paradoxal. Est-ce que tu peux un peu réagir par rapport à ça? Ouais, donc pour l'exemple du marathonien et vraiment aussi de comprendre comment notre cerveau et notre psychologie humaine fonctionnent. Donc le cerveau, lui, souhaite le moins d'efforts possible. Et à chaque fois qu'on va réaliser un effort, ça va lui amener un petit moins dans le réservoir de volonté. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que, et ça va rebondir après la discipline, c'est de faire le premier pas. Donc, en fait, ce qui est le plus dur, quand on se dit, si je vous dis aller courir 1 heure, c'est dur pour le cerveau. Mais dès qu'on est dehors avec sa paire de baskets et qu'on a fait les 2 premières foulées,
let's go, on est parti, c'est parti. Si on veut écrire, par exemple, cet ouvrage que vous voyez juste ici, le plus dur, c'est d'écrire la première ligne. Parce qu'une fois qu'on a écrit la première ligne, on va écrire quelques pages. À chaque fois qu'on veut se replonger dans un bouquin, c'est la première ligne. Le plus dur, quand on veut faire une vidéo, c'est d'appuyer sur le bouton rank et de dire la première phrase de sa vidéo. Parce qu'ensuite, une fois qu'on est lancé, c'est parti. Donc, c'est ça, cette discipline, c'est de se dire, OK, j'ai conscience comment fonctionne mon cerveau et je vais juste pouvoir faire le premier pas. Et une fois que vous allez faire le premier pas, donc dans l'exemple de la vidéo, appuyez sur le bouton REC et tout simplement faire la première phrase, vous allez vous lancer et ensuite ça va devenir instinctif. Et la discipline à avoir, c'est que on doit se discipliner pendant 90 jours et ensuite ça va devenir instinctif dans les cellules et dans le système nerveux. Se brosser les dents, il n'y a pas besoin d'avoir de la discipline. Mais pourquoi il n'y a pas besoin d'avoir de discipline? Parce qu'on a été conditionné à nous brosser les dents depuis qu'on est tout petit. Et du coup, naturellement, chaque soir, on va se brosser les dents parce que sur le conditionnement, on l'a eu et du coup, on n'a pas un effort où on doit dire « Ah, je dois faire me brosser les dents, etc. » Parce que ça devient instinctif. Donc, s'autodiscipliner pendant 90 jours et ensuite, ça devient instinctif pour le reste de la vie. Et après, la différence, donc ça c'est quelque chose que je voulais vous partager, la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Les gens qui réussissent font les petites actions inconfortables que les autres ne souhaitent pas faire. Donc est-ce que c'est facile de faire 15 pompes? La réponse est oui, si vous avez votre intégrité physique. Mais c'est beaucoup plus facile de ne pas les faire. Est-ce que c'est facile de faire 1000 pas par jour? Absolument, n'importe qui peut le faire. Mais c'est beaucoup plus facile de ne le pas faire. Et la grosse différence entre les gens qui réussissent et les gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent avoir, c'est que les gens qui réussissent font les petites actions quotidiennes qui a l'air de rien, et c'est vrai, c'est des petites actions, mais ils le font, alors que les gens qui n'obtiennent pas ce qu'ils souhaitent obtenir ne font pas ces petites actions quotidiennes en se trouvant des excuses. Est-ce que c'est facile de faire 15 pompes? Oui, mais sauf que tu ne les fais pas parce que c'est plus facile de ne pas le faire. Est-ce que c'est facile d'aller marcher 30 minutes dans la journée? Oui, mais tu ne l'as pas fait parce que c'est facile de ne pas le faire. Est-ce que c'est facile de faire une vidéo YouTube? Oui, mais c'est beaucoup plus facile de ne pas le faire. Et c'est cette autodiscipline qui va amener un gros résultat sur le long terme et qui va vous distinguer de l'écrasante majorité des gens en ayant à l'esprit, OK, c'est facile de le faire, mais ce qui distingue de ce que quelqu'un le fait, de ce que quelqu'un ne le fait pas, c'est cette petite action inconfortable qui amène au gros succès 3, 5, 10 ans plus tard. Génial. Et donc, le fait d'être passionné finalement par son thème, ça va aider aussi à enclencher ces petites actions, en tout cas à être un peu plus motivé, même s'il y aura des jours où dès qu'il y a un moment de creux, je me dis toujours ça. Est-ce que, par exemple, je suis venu de l'Estonie, donc j'ai eu un vol à 6h45 du matin et je me suis levé à 5h du matin pour qu'on réalise des vidéos avec Olivier. Est-ce que mon cerveau a envie de le faire? Non. Mais par contre, la première action, OK, il y aura le réveil. Donc le réveil me réveille et du coup, c'est parti. Mais c'est vraiment d'avoir cette autodiscipline sur ces petites actions. Et ensuite, est-ce que je vais être très heureux d'avoir fait cette journée? La réponse est oui. Donc toujours conditionné à ce que le cerveau, qu'est-ce qu'il voudrait? C'est être affalé dans un canapé, à regarder Netflix et à manger des sucreries à longueur de journée. Mais ça, c'est ce que vous ne souhaitez pas que votre cerveau fasse pour pas passer à côté de votre vie. Tout à fait. Merci beaucoup Maxence. Merci et à bientôt. Ciao.